Ce qui frappe dans la situation du Liban, c'est la décomposition d'un système. C'est ce qui se passe quand en fait la morale doit céder le pas à la combine, à l'arrangement politique. Stéphane Amar, bonjour, Boker Tov, bonjour. À nouveau. Alors, comment vous réagissez, vous, face à ce qui s'est passé hier ? C'est tout à fait stupéfiant, n'est-ce pas ? Oui, c'est stupéfiant, au-delà, entre guillemets, du fait divers, de cet accident, visiblement, de cet accident industriel. Ce qui frappe dans la situation du Liban, c'est la décomposition d'un système. Parce que j'imagine que pour stocker sans mesure de précaution de telles quantités d'explosifs, c'est que l'administration fonctionne extrêmement mal. Et c'est un des signes parmi tant d'autres de la décomposition du Liban en tant qu'État, en tant que système politique. C'est un système qui est très particulier, d'ailleurs assez unique au monde, où la répartition des postes se fait en fonction de la religion, des ethnies, etc. Les chrétiens ont commis, à mon avis, la lourde erreur de faire une alliance avec le mouvement chiite Hezbollah et donc de lui permettre de monter en puissance. L'armée est extrêmement faible, l'armée libanaise est plus faible que le mouvement Hezbollah, que l'armée du Hezbollah, ce qui est extrêmement dangereux. Et là, parmi d'autres, s'ajoute la corruption, évidemment, s'ajoute tout ce népotisme qu'on connaît au Liban, et cela aboutit à cette catastrophe d'hier, mais à la décomposition générale du système politique libanais. Comment, par exemple, Saad El-Hariri, on parlait à l'instant du procès, enfin de la responsabilité du tribunal qui doit déterminer la responsabilité des assassins de son père, comment Saad El-Hariri lui-même s'est allié avec ceux qui sont les assassins de son père. Comment une telle situation a pu être si vous voulez, possible ? c'est ce qui se passe quand en fait la morale doit céder le pas à la combine, à l'arrangement politique. C'est exactement ce qui s'était passé d'ailleurs, puisque on est en Israël. C'est ce qui s'est passé au moment de la guerre du Liban en 82 avec Ariel Sharon. Ariel Sharon avait quasiment conclu un accord avec les Libanais qui aurait conclu à une paix dans la région. Et tout cela a été sacrifié pour des intérêts personnels, pour des sombres combines intercommunautaires. Et c'est comme ça que le Liban a toujours fonctionné. Et là, je crois qu'on arrive au bout de ce système. Alors justement, d'abord, quels peuvent être les impacts de ce qui s'est passé hier sur Israël ? Est-ce que on reste du côté israélien totalement en retrait et à part proposer une aide humanitaire, on n'a rien à faire ? Ou alors finalement, est-ce que vous pensez que le Hezbollah peut prendre le risque de poursuivre son combat avec Israël aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, on a bien vu que depuis 2006, en vérité, il se passe très peu de choses. Alors oui, il y a des incursions, on a encore eu une la semaine dernière, mais c'est plus du tout ce que ça a été au début des années 2000, avec ces tirs de Katyushot très régulières, notamment sur la Galilée, sur le dos de la Galilée. Là, on voit bien qu'il y a une forme de retenue, tout de même, du Hezbollah, parce que la situation interne est extrêmement critique. Il y a d'abord eu cette guerre en Syrie, qui a mobilisé très fortement les miliciens du Hezbollah, qui ont payé très cher cette défense d'Assad, et il y a maintenant effectivement cette situation au Liban qui est en train de se désintégrer. Donc il est à mon avis fort peu probable que le Hezbollah ait même le temps de penser à attaquer Israël. C'est ce qui se passe au Liban aujourd'hui, au-delà de cette explosion, c'est par exemple la situation dramatique des chrétiens du Liban, leur poids inexistant aujourd'hui dans le pouvoir. Alors constitutionnellement, ils ont un poids, parce que la Constitution effectivement leur donne d'office bien sûr, le poste de président, mais de manière automatique. C'est un poste absolument sans aucun pouvoir. Le problème en fait, c'est le problème démographique, c'est-à-dire que démographiquement, ils ont été submergés en quelques générations par les musulmans à la fois sunnites et chiites. Le Liban, en vérité, c'est quoi ? C'est une création coloniale, c'est une forme d'enclave chrétienne dans la Grande Syrie, et ça a tenu tant qu'effectivement les chrétiens étaient majoritaires. Maintenant, ils sont minoritaires démographiquement, donc les musulmans demandent quelque part leur reste. Ils veulent avoir plus de pouvoir parce qu'ils sont plus nombreux. Et donc, effectivement, ils se retrouvent en minorité, mais ils ont une responsabilité là-dedans, dans la mesure où, je le disais, où ils ont conclu des alliances extrêmement dangereuses, notamment avec le mouvement chiite. Il y a une solution pour le Liban aujourd'hui ? Est-ce que la communauté internationale peut se mobiliser pour sauver le Liban ? Les chrétiens, certainement, vont se mobiliser. On l'a vu avec la visite de Le Drian
Proche-Orient la semaine dernière, les Français notamment, qui se vivent comme les protecteurs du Liban, vont avoir à cœur de maintenir à bout de bras ce petit pays de 4 millions d'habitants. Mais effectivement, la situation paraît extrêmement mal engagée parce que, encore une fois, c'est les structures même de l'État libanais qui sont en cause. Alors, nous vous avions invité même avant cette explosion, mais bien entendu, il est important d'avoir votre avis sur cette question-là. Mais je voudrais qu'on revienne un peu sur l'actualité israélienne et ce qui se passe actuellement. Je voudrais avoir votre éclairage, votre point de vue sur les événements que l'on vit actuellement en Israël, aussi beaucoup de turbulences dans la société israélienne qui est extrêmement clivée autour de ces manifestations, en particulier pour ou contre Binyamin Netanyahou, souvent contre Binyamin Netanyahou. On le voit, on a du mal à dissocier ces manifestations d'un intérêt politique. Le message même des manifestants, ils ne s'en cachent pas, c'est de destituer Binyamin Netanyahou, de le balayer sans véritablement proposer de solutions économiques, sociales à la crise du coronavirus. Vous avez le sentiment que c'est une occasion de plus pour les partis de gauche d'essayer de parvenir à leur objectif de destituer Binyamin Netanyahou, ou alors il y a vraiment une colère, un cri du cœur qui vient de la part, on va dire, d'une base de gens qui sont touchés par le coronavirus et par la crise économique? Moi, je pense que tout cela relève largement d'une fiction. Je m'explique. Je ne pense pas, contrairement à ce que vous dites, que la société israélienne soit clivée. C'est une société démocratique. Donc, effectivement, il y a des oppositions. Mais on le voit bien à chaque élection, les rapports de force sont relativement stables. Ils penchent d'ailleurs très, très nettement à droite d'élection en élection. Les gens eux-mêmes n'ont pas spécialement de difficultés à vivre ensemble dans la société israélienne, que ce soit les religieux, les non-religieux, les gens de gauche, les gens de droite, les arabes, les musulmans. Tout cela coexiste très bien. Il y a une agitation artificielle, fictionnelle d'une certaine manière, qui est entretenue par les médias, qui sont de manière caricaturale extrêmement grégaires, tous, si vous voulez, dans le même camp, quasiment, à part quelques exceptions comme Makor Rishon, enfin, ou la chaîne 20, voilà, exactement, mais c'est en vérité des petits îlots comme ça de contestation dans un grand consensus qui dirait qu'en fait, oui, Israël est un pays... On voit effectivement de déstabilisation, que ces manifestants sont de plus en plus nombreux, c'est absolument faux. Dictature. Voilà, c'est tout ça, ça relève du fantasme, si vous voulez. Il y a effectivement un vrai malaise, mais qui est dû directement à la crise du corona. Alors elle est gérée plus ou moins bien, on sait bien que c'est très difficile, on voit bien à travers le monde, il n'y a pas de recette miracle. Globalement, d'ailleurs, c'est assez peu dit, mais le taux de mortalité en Israël est un des plus faibles du monde, même si les infections ont beaucoup augmenté ces dernières semaines. Mais ça, je ne pense pas que ce soit vraiment du fait du gouvernement. C'est extrêmement difficile à maîtriser tout ça. Personne n'a de recette miracle. On le voit bien, quelqu'un comme professeur Raoult, qui a été cité en exemple pendant des semaines en France, s'est trompé à peu près sur tout. Donc on voit bien que c'est très difficile de prédire quoi que ce soit en la matière. Et je pense que la plupart des Israéliens, y compris ceux qui souffrent énormément, sont bien conscients que tout cela n'est pas la volonté d'un homme malfaisant qui voudrait qu'il soit dans cette situation ou qui serait incompétent à gérer. Il y a une situation extrêmement complexe qui fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de professionnalisme en Israël, que ce soit du côté politique à la Knesset, dans le gouvernement ou du côté des scientifiques. On voit bien qu'on approche quand même d'une certaine manière du bout du tunnel, et de mon point de vue, il n'y a vraiment pas matière à s'inquiéter d'une quelconque déstabilisation à l'intérieur du pays. Et où sont les Israéliens justement? C'est-à-dire parce que ceux qui sont touchés, on parle de centaines de milliers d'Israéliens qui sont touchés économiquement par la crise, parce que là, c'est vrai que on peut pas dire que le gouvernement a géré de manière extrêmement efficace cet aspect des choses. On a eu l'impression que Netanyahou et le gouvernement dégainaient au coup par coup et apportaient parfois une aide pour cela, une autre aide pour cela. On ne voit pas de véritable colère populaire comme on en a vu par exemple en 2011 lors de la Oui, enfin même en 2011 c'était quand même très sectoriel. C'était aussi sectoriel, mais il y avait des centaines de dizaines de milliers de personnes. Absolument. Là, on a même le sentiment que même si certains se gargarisent de quelques 10 à 15 000 personnes devant la résidence de Balfour. Oui, parce que je pense que les gens ont du bon sens et ils ont effectivement conscience qu'il n'y a pas un véritable responsable, que c'est la situation qui est très difficile. Encore une fois, que c'est ce virus qui a surpris la planète entière qui est la cause de tout ça. Et les gens, je pense, sont plus occupés à trouver des solutions
à leur niveau, à des solutions de survie pour beaucoup de gens, que de manifester et d'aller participer à des rassemblements d'une certaine manière extrêmement dangereux, puisqu'on interdit des mariages de plus de 20 personnes et on permet des rassemblements de milliers de personnes qui se sont collées les unes avec les autres. C'est du point de vue, si vous voulez, d'un citoyen lambda, absolument. De mon point de vue, c'est incompréhensible. Comment vous expliquez, c'est-à-dire ceux qui étaient ici à l'époque du Gush Katif, se souviennent de la manière dont certaines manifestations avaient été réprimées, pardon. Effectivement, là on a le sentiment quelque part que il y a deux poids et deux mesures. Oui, parce que la véritable terreur, si vous voulez, la véritable dictature, elle est exercée par les médias dominants en Israël. Et je pense que les gouvernants, de tous bords d'ailleurs, de gauche comme de droite, ont une peur bleue de ce que vont dire les grandes chaînes de télévision, de ce que va dire le Yediot Aharonot, le journal Haaretz. Et donc, comme ces manifestants ont bonne presse, c'est le cas de le dire, eh bien on tolère un peu tout et n'importe quoi. Et on interdit par ailleurs des choses qui seraient infiniment moins dangereuses et qui sont tout aussi vitales pour la société, comme par exemple des mariages ou des petits concerts. Finalement, ce gouvernement d'urgence nationale qui s'est créé dans l'urgence et pour essayer de résoudre la crise, mais aussi pour essayer de restaurer une forme de réconciliation nationale, c'était écrit dans les deux objectifs essentiels du gouvernement, n'a réussi ni dans le premier ni dans le second. Non, parce qu'on ne peut pas réussir une réconciliation nationale sur le mensonge et sur la désinformation, c'est absolument impossible. Il faut dire les choses franchement, il faut avoir beaucoup de sincérité. C'est ce qui s'est passé par exemple quand il y a eu un gouvernement d'union nationale en 60, ou même en 67, je remonte un peu plus loin, pour la guerre des 6 jours, où effectivement chacun a vu le danger et s'est retroussé les manches sans esprit partisan. Or, c'est pas du tout ce qui se passe en ce moment, et donc c'est encore une fois c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à la personnalité de Netanyahou? Est-ce que c'est dû je pense qu'il y a aussi peut-être de manière moins grave, mais un problème de système politique en Israël qui fait qu'en fait la droite est ultra majoritaire et n'arrive pas à avoir le pouvoir. Et donc si vous voulez, on est obligé de créer des espèces de coalitions de briques et de brocs qui ne représentent pas véritablement la volonté populaire, et on arrive à ce genre de situation. Si le système était plus clair, s'il y avait une prime aux vainqueurs, comme c'est le cas par exemple dans les élections municipales en France, où c'est proportionnel, mais celui qui arrive en tête a d'office la moitié des sièges, donc tout le monde est représenté, mais en même temps il y a un pouvoir. Je pense qu'il y avait un système comme ça, on n'en serait pas du tout là. On aurait un gouvernement beaucoup plus stable et surtout, c'est le plus important, beaucoup plus conforme à la volonté populaire. Le gouvernement qui est en place ne correspond à aucune volonté populaire. Alors un dernier thème qui était au cœur de l'actualité pendant plusieurs semaines, quasiment jusqu'au 1er juillet, au début du mois de juillet, et qui a quasiment disparu. Benjamin Netanyahou en a reparlé il y a 2 jours, c'est l'annexion, l'instauration de la souveraineté israélienne. Finalement, la fenêtre d'opportunité est en train de se fermer. Il n'y aura pas de souveraineté israélienne sur une partie de la Judée et de la Samarie. Non, si vous voulez, il y a les contingences politiques, mais là, je crois que même Netanyahou lui-même n'en sait rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il a dit qu'il était dépendant des Américains. Il est dépendant des Américains, sûrement un petit peu. Il y a aussi cette crise du corona, cette crise institutionnelle, etc., qui permet quand même très difficilement d'avancer sur d'autres dossiers. Moi, ma conviction, et je crois que je vous l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que l'annexion est inéluctable. Elle ne dépend pas de contingences politiques. Même si à la Maison-Blanche, elle ne dépend pas non plus de la Maison-Blanche. À la limite, elle dépend plus de Brooklyn et de Sarcelles. C'est-à-dire qu'elle dépendrait peut-être du volume d'Aliyah, d'immigration juive qu'il y aura dans les prochaines années, parce que l'annexion est liée directement à l'enjeu démographique. Plus les juifs sont nombreux, plus ils ont besoin de place, et plus ils peuvent se permettre d'annexer des territoires. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire d'Israël depuis le départ. Et pourtant, Sharon disait quand il y aura 100 000 juifs en Judée-Samarie, ça restera ad vitam aeternam pour l'État d'Israël. Là, il y en a près de 500 000. Oui, mais et on a encore du mal à revendiquer. Si vous voulez, parce que il y a tout un tas de facteurs qui permettent pas à Israël encore formellement d'annexer, mais de facto, si vous voulez, dans la réalité quotidienne, c'est un territoire qui fait partie intégrante d'Israël. Si vous allez tout à l'heure, prenez votre voiture, vous allez à Bethel, vous ne verrez que des panneaux indicateurs de l'État d'Israël. Vous verrez des soldats israéliens, vous verrez des gens qui payent avec la monnaie israélienne. C'est Israël, sans le dire, si vous voulez, parce que Israël veut, j'allais dire, les avantages sont les inconvénients, c'est-à-dire le territoire, mais sans intégrer les gens qui vivent. Pourquoi ne pas rester comme cela? C'est ce qu'Israël et Netanyahou en premier chef décide, c'est de maintenir le statu quo. Le problème du statu quo, c'est que d'abord il y a toute une partie quand même de la population palestinienne qui vit sans droit véritable, qui n'a pas le droit de se déplacer librement, qui n'a pas le droit de voter à des élections libres, etc. C'est un vrai problème pour un pays qui se dit démocratique. Et le deuxième problème du statu quo, c'est que c'est ravageur du point de vue, si vous voulez, de
l'image d'Israël dans le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, et à raison, on peut accuser Israël de pratiquer une forme d'apartheid dans ces territoires, puisqu'il y a deux sortes de populations. Et ça ne peut pas durer. Ça fait 53 ans que ça dure. Il faudra à un moment trouver une solution institutionnelle qui permette à la fois même de si respecter... le terme d'apartheid, il peut être assimilé à ce qui s'est passé en mais il y a quelques points communs avec l'Afrique du Sud. Mais il y a quelques points alors communs. Que c'est quand même... J'ai écrit un article là-dessus, les auditeurs peuvent le consulter sur Internet. J'ai écrit pour le Figaro l'année dernière. Il y a des différences et il y a des points communs. Il y a effectivement des différences, c'est que ce n'est pas basé sur la race, c'est-à-dire que les Arabes israéliens, qui sont exactement de la même race, de la même ethnie que les Palestiniens, ont tous les droits de citoyens normaux, ce qui n'était pas le cas des Noirs en Afrique du Sud. Il y a également une intégration spectaculaire des Arabes en Israël, qui peuvent être jugés à la Cour suprême, chefs industriels, etc., ce qui n'était pas le cas des Noirs en Afrique du Sud. Mais il y a effectivement des ressemblances, malheureusement. C'est qu'il y a deux types de populations sur un même territoire, avec deux types de droits. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut mettre fin. Donc l'annexion est inéluctable, puisque le partage du territoire est impossible. Et cette annexion, quelle que soit la configuration de la Maison-Blanche ou même du gouvernement israélien, elle aura lieu dans les années qui viennent ou les décennies qui viennent. Bien, Stéphane Amara, on aurait bien souhaité discuter encore avec vous pendant quelques longues minutes, mais enfin, nous sommes pressés par le temps. Merci beaucoup d'être venu dans notre studio ce matin pour balayer, on va dire, cette actualité du Liban jusqu'à l'annexion. Merci d'avoir été avec nous ce matin.